compris, aujourd'hui nous allons nous attaquer à la sirène et à ses dérivés mythologiques. Il existe deux principaux types de sirènes. Premièrement, la sirène mythologique gréco-romaine. Représentées comme des créatures à corps d'aigle et à tête de femme, ces sirènes peuplaient le détroit de Messine, en Sicile, mais aussi les îles aux alentours de Naples. Leurs origines, bien qu'incertaines, trouvaient selon les Grecs leur source dans une union entre le dieu fleuve Achéloos et la muse du chant Calliope. Mais selon les Romains, les sirènes étaient à la base des femmes ordinaires qui, suite à une négligence, laissèrent Hadès capturer Perséphone. Elles reçurent donc cette apparence chimérique comme punition. Les sirènes sont décrites notamment par Homère dans l'Odyssée comme des créatures charmant les marins avec des chants merveilleux. On nous y raconte que les compagnons de Ulysse se fabriquèrent, sur ordre de la magicienne Circé, des bouchons d'oreilles à base de cire et attachèrent Ulysse au mât de leur bateau pour résister à leur envoûtement. Malheureusement, nombre de marins n'ont pas eu cette chance et, envoûtés, ont fini par s'échouer aux pieds des sirènes, finissant dévorés par ces dernières. Mais la sirène gréco-romaine n'est pas la seule version de la sirène. On connaît tous évidemment le conte de la petite sirène, raconté à l'origine par Hans Christian Andersen en 1836 et ensuite adapté en 1989 en dessin animé par Disney, narrant le funeste destin d'une princesse mi-femme, mi-poisson, qui échangea sa voix contre des jambes humaines afin de retrouver le prince Eric. Eh bien, figurez-vous que l'écrivain et conteur Andersen n'était pas le premier à avoir eu cette idée. En effet, le mythe de la sirène remonte à plusieurs siècles et fait partie intégrante du folklore scandinave et médiéval. D'abord décrite comme un monstre redoutable, la sirène finit au 7e siècle par être décrite comme une vierge à queue de poisson couverte d'écailles. Elle est d'ailleurs considérée comme annonciatrice de tempêtes et autres déluges dans la culture nordique et plus particulièrement chez les Vikings. Comme la plupart des écrits narrant les mythes scandinaves ont été perdus, nous n'avons pas de localisation précise pour ces créatures. Cela dit, si l'on en croit les raids et expéditions vikings situées le long des côtes de l'Europe actuelle, il semblerait logique que si des sirènes ont été aperçues par ce peuple de guerriers, elles se situent dans ces eaux-là. Cependant, la sirène est un mythe si répandu que chaque pays semble avoir sa légende. En effet, les Russes ont la Rousalka, les Hollandais ont les Néréides, les Écossais ont la Selkie, les Germains ont les Nix vivant dans le Rhin, les Bretons ont la Morrigan, ou bien encore la Mamiwata pour le vaudou haïtien. Souvent liée à la fécondité et à la connaissance, la sirène pourrait ne pas charmer par la douceur de sa voix, mais par sa sagesse et son érudition comme nous le rapporte Cicéron dans De Finibus. Ce n'est ni la douceur de leur voix, ni leur chant qui retenait les navigateurs, mais l'assurance qu'elles en savaient beaucoup. Au-delà de la connaissance dont feraient preuve les sirènes, leur chant serait signe de mauvais présages, de tempêtes et de catastrophes. Si l'on lie à ça le fait que, dans beaucoup de cultures, notamment chez les Vikings ou les Sumériens, l'océan représente l'autre monde, le monde des morts, les sirènes, créatures balançant entre le monde terrestre et le monde aquatique, seraient de réelles savantes, maîtrisant aussi bien le monde des vivants que le monde des morts. Malheureusement, au Moyen-Âge, la femme savante qui est devenue la sirène fut rapidement qualifiée par la culture judéo-chrétienne de monstre marin diabolique, et au même titre que la sorcière, elle fut souvent comparée au serpent biblique. Au fil des siècles, des centaines de personnes témoignent avoir vu ces magnifiques créatures, de marins américains en 1850 près des îles Sandwich à Hawaï, à Christophe Colomb en 1493 au large des côtes de Haïti. Malheureusement, il est fort probable que ces différents marins et explorateurs aient tout simplement croisé la route de Lamentin et autres Dugong. D'un point de vue scientifique, l'existence d'une sirène telle que la mythologie gréco-romaine nous la décrivait serait très peu probable. En revanche, un dérivé de la sirène scandinave pourrait très bien peupler la profondeur de nos océans, si l'on en croit les dires de certains collègues cryptozoologues spécialisés dans les créatures marines. En effet, le biologiste Sir Alister Hardy a développé une théorie se basant sur notre évolution et pouvant expliquer l'existence des sirènes. C'est en 1960 que Sir Hardy parla pour la première fois de la théorie du primate aquatique dans un journal anglais, plus tard repris par Helen Morgan. Cette théorie relève plusieurs points intéressants, notamment la présence dans notre corps de graisse sous-cutanée que l'on ne retrouve que chez deux catégories d'animaux, les animaux qui hibernent et stockent une graisse saisonnière, et les animaux aquatiques qui stockent une graisse permanente, comme l'être humain. Mais cette théorie expliquerait aussi notre absence de fourrure. En effet, l'être humain est le seul primate vivant à ne pas avoir de fourrure, alors que deux habitats seulement ne nécessitent pas cet attribut, le milieu sous-marin et le milieu aquatique. L'être humain a également le contrôle de son système respiratoire, au même titre que les mammifères aquatiques comme les dauphins, les baleines, etc. Toutes ces informations traduiraient d'une possible vie aquatique ou semi-aquatique à une époque antérieure.
Mais cette théorie reste encore à prouver et beaucoup de scientifiques s'accordent sur le fait que 3 principales notions ne sont pas complètement au point. Premièrement, l'absence de pilosité. Effectivement, la pilosité humaine est très différente de celle des espèces aquatiques. Ensuite, la bipédie. Il est maintenant avéré que l'eau a été d'une grande aide dans l'évolution bipède des humains et l'est encore pour certains autres primates tels que le bonobo, le chimpanzé ou le nasique. Mais aucun mammifère aquatique n'est bipède. Et enfin, troisième point, la respiration. Car retenir volontairement sa respiration pendant plusieurs minutes n'est pas une caractéristique purement humaine. En effet, plusieurs autres mammifères, comme le chien ou le chimpanzé, ont cette faculté-là. Mais dans l'optique où ces primates aquatiques auraient existé ou existeraient encore, ils n'auraient pas vraiment l'apparence mi-humaine, mi-poisson que nos mythes leur accordent. Ils arboreraient plutôt une peau hydrophobe, comme celle des dauphins, ou avec un pelage similaire à celui des phoques. De plus, ils auraient probablement des yeux sombres, des nageoires et un corps profilé. On pourrait aussi oublier la longue chevelure avec laquelle les sirènes sont quasiment toujours représentées pour laisser place à un crâne chauve et lisse. Il y a également de fortes chances pour que leurs membres supérieurs se soient, au fil du temps, raccourcis et sûrement devenus assez massifs, le corps entier devant être recouvert d'une couche de graisse suffisante pour survivre sous l'eau même par température douce. Si une théorie basée sur le passé de notre évolution ne vous convainc pas, laissez-moi vous parler des Moken. Cette communauté de nomades marins peuplant les littoraux birmans et thaïlandais vit principalement de la pêche et de la cueillette. Au fil des années, ce peuple a développé une particularité étonnante. Leurs yeux se sont adaptés au milieu marin à tel point qu'ils y voient parfaitement. Si cette observation ne prouve pas la théorie du primate aquatique avancée précédemment par Sir Alister Hardy, cette dernière prouve néanmoins que l'être humain est bien capable de s'adapter au milieu aquatique. Mais il y a également un dernier point non négligeable à traiter. La sirénomélie est une malformation très rare qui touche environ un fœtus sur 100 000. Les enfants atteints de cette malformation naissent avec les jambes soudées et les pieds écartés semblables à une queue de sirène. Et pour les rares enfants survivants, ils doivent subir de lourdes et nombreuses opérations car ils naissent avec de graves anomalies urogénitales et parfois même de sévères cardiopathies. On pourrait donc imaginer que cette malformation n'a pu qu'alimenter le mythe de la sirène. La sirène, réelle ou non, reste néanmoins une créature qui fait rêver et qui est souvent traitée sur tout type de support. Que ce soit dans des écrits comme l'Odyssée de Homère, La Petite Ondine de Andersen, ou bien encore dans des films comme Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, la sirène intrigue. Elle fascine autant par sa beauté et son chant envoûtant que par sa connaissance sans limite tout en restant proche de nous physiquement. Elle nous permet de rêver, de nous identifier, tout en restant rassurante par son apparence humaine conservée. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes se lançant dans le mermaiding depuis quelques années, ou même sans aller aussi loin, de regarder un peu autour de nous. Nous sommes tout au long de notre vie abreuvés de créatures fantastiques et la sirène est très souvent propulsée au devant de la scène, que ce soit sur des gravures, des tableaux, des films ou encore des écrits. Bien que son esthétique ait évolué depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ où elles ont commencé à être un thème récurrent dans les poèmes et légendes, nombre de conteurs d'histoires se laissent encore séduire de nos jours, leur imaginant chacun un comportement propre. Par exemple, J.K. Rowling dans Harry Potter et la Coupe de Feu nous montre un peuple agressif mais protecteur, tandis que Guillermo del Toro nous présente Abraham Sapien dans Hellboy, une créature sensible et compréhensive. Des artistes tels que John Collier ou encore Wenjian Yuang nous dépeignent des créatures douces et élégantes. Finalement, l'image de la sirène a bien évolué depuis de nombreuses années, passant de la créature fantasmagorique, proche de notre apparence, à une créature plus travaillée, plus crédible, ayant sa propre personnalité et une morphologie bien à elle. Le chapitre sur les sirènes touche maintenant à sa fin. Bien évidemment, je n'ai fait là qu'effleurer la surface de l'eau en ce qui concerne la potentielle existence des sirènes, mais libre à vous d'aller explorer les océans et de partir à la recherche de ces fabuleuses créatures.